bonsoir. Le scandale sexuel qui secoue la Fédération camerounaise de karaté fait l'objet du débat ce soir sur CRTV News. Dans le cadre d'un Discord, vous le savez, le ministère des Sports et de l'Éducation physique s'est saisi de l'affaire. Les auditions qui ont lieu mardi et mercredi dernier, les arbitres, les encadreurs qui ont été auditionnés. Mesdames et messieurs, on en parle dans quelques instants avec nos invités. Mais avant, prenons le pouls des dernières nouvelles avec Christelle Avom qui est présente dans ce studio. Christelle, bonsoir. Bonsoir Merlin. On parle de ce bâtiment public qui a été attaqué par les flammes hier. Exactement, c'était hier autour de 16h et c'est autour cette fois-ci du cabinet du président de première instance de Yaoundé à la cour d'appel du centre, le procureur général de la cour d'appel du centre et tous les chefs des juridictions concernées sont descendus sur les lieux ce matin. Constat fait de nombreux dégâts matériels, mais tous les dossiers restent intacts. Plus de détails dans ce reportage. Des meubles qui n'ont pas pu résister à l'épreuve du feu et du matériel informatique endommagé au tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif. Au milieu des décombres, on trie, on nettoie ce que le feu n'a pas consumé. Le procureur de la cour d'appel du centre, le président de la cour d'appel et tous les chefs de juridiction concernés constatent les dégâts. Le feu a léché quelques dossiers sans les consumer. Rescapés, ils n'ont pas été touchés. Les soldats du feu ont pu rapidement circonscrire le feu au bout de 3 heures la veille. Si le point de départ des flammes semble être un court-circuit au niveau de la réglette du cabinet du président du tribunal de première instance, très vite, il a atteint son secrétariat. L'avocat général rassure, une enquête officielle a immédiatement été ouverte. Protection de l'environnement, les populations de Figuel dans le Mayo-Letsou sont invitées à planter des arbres pour lutter contre la désertification. Elles ont reçu un don des partenaires au développement qui se chiffre à près de 14 000 plants d'essence forestière. C'était au cours de l'opération de reboisement du site de Maïdikiwa en présence de l'autorité de cette circonscription administrative, Madi Salatou. Un reportage de Ariane Kouanan, CRTV Nord. Environ 97% de la population de la localité de Figuil dépend du bois de chauffe comme première source de combustible pour la cuisson des aliments. En procédant à l'opération de reboisement du site de Maïdikiwa, il est question de reconstituer le couvert végétal et lutter contre l'avancée du désert. Chaque année, nous pérennisons cette action en produisant en moyenne 13 000 plants. Et cette année, nous avons donc produit 14 000 plants dans notre pépinière que nous allons reboiser nos différents sites. Cette énième opération de reboisement a donné lieu à la distribution des plants d'essence forestière aux populations de Figuil et ses environs. Question de les inciter à davantage s'impliquer dans la lutte contre la désertification. Lutte efficacement contre l'avancée du désert. Nous savons aujourd'hui, nous nous plaignons qu'il ne pleut pas, nous nous plaignons de beaucoup de choses, mais aujourd'hui, grâce à ces plantes, si nous réussissons véritablement à les entretenir, certainement ça va changer le changement climatique. Les bénéficiaires sont invités à limiter la coupe anarchique du bois, à planter des arbres, mais également à assurer le suivi afin qu'ils soient utiles à la postérité. Faisons un tour dans le nord-ouest, Santa a son nouveau maire. Exactement, Merlin. Installation officielle du maire de la commune de Santa, Samkik Elvis Ngwanyam II, vient de prendre fonction avec de tout nouveaux défis. Le préfet de la Mézam, Simon-Émile Mo, qui présidait cette cérémonie, lui a recommandé de relancer le développement économique tout en luttant contre l'insécurité et la propagation du coronavirus. Emmanuel Kolokou a participé à cette cérémonie. Il nous donne le compte rendu. Nouveau challenge pour Samkik Elvis Ngwanyam II à la commune de Santa. Son installation officielle est au centre des attentions dans cet arrondissement de la Mézam, en proie à des maux liés par exemple à l'accès à l'eau potable, à l'instabilité et au chômage des jeunes. Le préfet de la Mézam, Simon-Émile Mo, lui a demandé de mettre son expérience au service des populations. Les forces publiques seront à ses côtés pour l'aider à mieux mener ses actions. Il lui faut également réguler les activités sportives des jeunes qui semblent ignorer les dangers liés à la propagation de la maladie à coronavirus.
Chef traditionnel du village Balingam, le maire nouvellement installé est diplômé d'une école professionnelle de Bamenda. Il s'engage à œuvrer pour l'hygiène et l'assainissement des quartiers et combattre le désordre urbain accentué par les conducteurs de mototaxis. Les populations souhaitent que Sa Majesté Samkik Elvis Ngwanyam II relance le secteur agricole, plaque tournante de l'économie dans l'arrondissement de Santa. Coopération Cameroun-Turquie, ce vendredi 23 juillet à Fumban, l'ambassadrice de Turquie au Cameroun, Asé Sarax, a procédé à l'inauguration du centre de santé de Ndjipounjour Daré, totalement rénové et équipé au travers d'une agence turque de coopération et de développement TICA. La correspondance de Stéphane Francky, Cana, CRTV Ouest. La coupure du ruban qui a permis l'inauguration du centre de santé intégré d'Ndjipounjour à Fumban, totalement rénové et équipé par l'agence turque de coopération et de développement, a scellé davantage l'amitié entre le Cameroun et la Turquie. Le bâtiment, qui permettra aux 8000 âmes qui vivent en Jindaré de bénéficier des soins de santé appropriés, en plus des équipements de dernière génération, a également reçu un système d'éclairage solaire et une autonomie en eau potable grâce à un forage aménagé. La population viendra plus nombreuse par rapport à avant. Nous disons merci à l'agence turque de coopération parce qu'il nous a fourni beaucoup d'équipements qu'on n'avait pas avant. Donc le centre de santé va vraiment fonctionner maintenant à merveille. L'ambassadrice de Turquie au Cameroun, Ace Sarak, qui a procédé à l'inauguration de l'édifice de santé, s'est également rendu au CES de Foyette dans l'arrondissement de Jimom pour rétrocéder à l'État du Cameroun un bâtiment de 2 salles de classe construit et équipé par la TICA, fruit également d'une coopération fructueuse entre les deux pays. Il y a beaucoup de volets pour le développement technique et culturel d'un pays. Nous sommes très heureux de renforcer la capacité bilatérale entre les deux pays. Aïs Sarak a visité le palais des rois Bamoun, question de s'imprégner de la culture des descendants de Chariyeng, fondateur du royaume Bamoun. On va terminer ce journal avec cette grande campagne de sensibilisation contre le Covid-19 à Japoma. Exactement, Merlin Kamla, Sa Majesté David Mundi III en campagne contre le Covid-19 à Japoma. Une tournée de 5 jours dans sa chefferie lui a permis de sensibiliser les populations sur la nécessité de respecter les gestes barrières édictés par le gouvernement pour éviter la propagation du virus. Un engagement traduit par la distribution de kits sanitaires. Récit de cette campagne de sensibilisation, Alvin Zier. Parcourir un territoire dépassant les 60 000 hectares n'est pas une mince affaire pour l'équipe qui accompagne Sa Majesté David Mundi III, chef du village de Japoma, dans sa croisade contre le coronavirus. Dans les 34 quartiers, des kits sanitaires ont été offerts à la population. Le geste qu'il vient de faire est salutaire. Donc je suis fier de ça. Nous disons grandement merci à Sa Majesté Mundi. Comme il a dit lui-même, c'est symbolique. Il est venu passer un message et nous pensons que nous allons relayer, nous allons prendre ce message et nous allons le relayer. Cet appui s'inspire du don présidentiel et a même reçu la bénédiction de certaines élites du village, notamment Albert Roger Mila. Par la précision du chef de l'État qui m'a donné le courage pour que je puisse vraiment aller vers mes populations, essayer de leur parler un peu des règles, ces règles, de les relever un peu par rapport à cette maladie, cette pandémie qui nous fait mal. Autre étape clé de cette rencontre de sensibilisation liée au Covid-19, la visite du centre social des personnes vulnérables de Japoma. Ici, les personnes âgées sont prêtes à créer un cordon sanitaire. Un engouement encouragé par le donateur. À Japoma, dans l'attente du Chan et de la Cannes, pas question de laisser le coronavirus gâcher cette fête sportive. C'est la fin de ce journal d'information en langue française. Merci de choisir CRTV News pour vous tenir informé. Je vous laisse en compagnie de Merlin Kamla et un sujet d'actualité qui déferle la chronique « La sexualité dans le sport ». On se dit à très bientôt, Christelle Avom. Mesdames et messieurs, Omniscore se poursuit. On prend une légère pause. On se retrouve juste après.
Merci de nous retrouver pour cette édition de Ressources. Nous avons fait des formations sur les thèmes. L'ambition du ministère de l'Habitat est de démarrer. C'est le moment de prendre le round-up économique de la semaine. Vous venez avec les dernières informations sur l'économie au Cameroun et un peu au-delà. Toutes les régions ont abrité des comices agro-pastoraux. Il y aura une voie d'emprise de 29 mètres et des équipements connexes. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, a lancé le 25 novembre dernier un programme de suivi, de contrôle. Tous les spécimens partis dans le monde et on cherche à faire des cross-breeds. Le monde agro-pastoral se déploie ainsi dans un contexte de crise sociopolitique avec un risque d'insécurité alimentaire. Et pour sortir, on va prendre la direction du Kenya pour parler de ce petit détour. CRTV News, ici, toute l'info. Bonsoir à tous, bienvenue amis sportifs. Merci de nous retrouver dans le cadre d'Omniscore. Les principaux titres à la une de cette édition. On parle de dénonciation fondée ou simple, conspiration, le banc des accusés est bien rempli, mais clame son innocence. L'enquête entamée par le ministère des Sports permettra de tirer des conclusions sur ce phénomène de harcèlement sexuel qui agite la Fédération camerounaise de karaté. On en parle dans un instant. Élection à la Fédération ivoirienne de football, Didier Drogba a du mal à figurer sur la fiche de match. Jusqu'où peut-il aller pour obtenir le parrainage des groupes d'intérêt? C'est le deuxième débat ce soir. Bonsoir, très heureux de vous savoir nombreux. J'accueille ce soir Emmanuel Bankolo, bonsoir. Bonsoir à toi Merlin, bonsoir à tous ceux-là qui ont pris de leur temps pour nous regarder ce soir. Juste à côté, nous avons Maître Junior Janvion. Esso, bonsoir. Bonsoir Merlin. C'est un plaisir de vous avoir, c'est une première. Oui, effectivement, merci pour l'invitation. On parlera de la Fédération camerounaise de karaté au cours de cette édition. Mesdames et messieurs, ce sont les experts du dimanche qui croisent le verbe. On va tout de suite planter le décor sur ce sujet. Vous le savez, c'est depuis le 4 avril que nous avons ce sujet qui agite la Fédération camerounaise de karaté. On parle du scandale sexuel. Alors, véracité des faits. En tout cas, le ministère des Sports et de l'Éducation physique a lancé une enquête. Cette semaine, on a eu l'audition des arbitres, des encadreurs. Mais revenons un tant soit peu sur cette actualité avec ce reportage de Clarisse qui nous plante le décor. Reports on the alleged abuses were first seen on social media platforms, with the oldest claim dating as far back as 2012. The supposed victims, all ladies, say they experienced sexual harassment, indecent exposure, and another even mentions rape. We were in camp preparing for the 2019 Africa Cup of Nations. I was in my room with my roommate and he came with a problem I could not comprehend and then asked me to follow him to his room to understand better. I stood at his room door and he asked me to come sit next to him on the bed, but I refused. He got up and locked the door with the key. He tried to hold me in his arms and kiss me and I was shaking my head. Some of the ladies mentioned witnesses who have however denied ever seeing any of the scenes talked about by the girls. Je suis entraîneur national. I have been a national team coach for over 10 years, and during trainings I focus on my activities. I cannot be looking left or right searching for warning signs of harassment. Whether during trainings or elsewhere, I cannot say I have been a witness of such. Another lady says it is a whole network and all coaches are aware of it, constantly using it as a means of pressurizing them into accepting their proposals. He said he simply needed to make a phone call to the Federation president to inform him that I was his girlfriend and that whatever I desired would be mine. They are all aware of this. The case is now in the hands of competent authorities for further inquiry. Vous le savez tous aussi, avec ce phénomène, on a le cercle des ceintures noires de karaté du centre qui a produit ce rapport sur les violences sexuelles dans le karaté au Cameroun, publié le 7 juillet dernier. Alors, Maître Junior Essondale, vous faites partie de ce cercle des ceintures noires, membre de la commission de communication. Je vais poser cette question comme on la pose au quartier. Que voulez-vous à Maître Wakam? Que voulons-nous au grand maître Wakam? Au président de la Fédération. Au président de la Fédération.
Lorsque vous dites nous, vous parlez du cercle des ceintures noires. Le cercle qui a produit ce rapport. Non, je pense qu'il est important de faire l'anamnèse. C'est-à-dire que l'historique un peu de pourquoi est-ce qu'on en arrive là. Tout à l'heure, dans vos propos liminaires, Merlin, vous avez dit que depuis le 4 avril. Le 4 juillet, le 4 juillet. Vous avez parlé du 4 juillet ou 4 avril? Du 4 juillet. En fait, lorsque le président de la fédération a sorti ce communiqué pour donner les primes à ces athlètes qui ont participé à la compétition. D'accord. Donc, il faut dire que depuis le mois de février 2020, il y a des forats dans la région du centre, dans la région du littoral, où des témoignages, des langues ont commencé à se délier. Ça est déjà dans tous les sens, en interne. Depuis le mois de février. Je parle bien du mois de février de cette année même. On parlait déjà de certains parents qui recevaient des témoignages de leurs enfants. On parlait de certains encadreurs, certains maîtres qui faisaient des révélations des athlètes du club. Parce que je tiens à préciser ici d'abord que ce n'est pas un problème de M. Wakam, non. C'est un problème qui sévit dans le karaté en général. Et comme je le disais tout à l'heure, ça fusait de partout. Ouais. Ça fusait de partout, au point où nous, à la région du centre, qui regroupe des maîtres, des grands maîtres, qui regroupent... Vous avez décidé de porter le problème. Voilà, avant de porter le problème, il y a également des accusations qui fusaient déjà dans notre région. Et puis on s'est dit, la promesse du karaté nous impose vraiment de venir en aide à toute personne qui solliciterait de la justice. Alors on a constitué donc une commission en interne qui, comme vous le savez, il y en a des professeurs d'université, des avocats, des personnalités ressources, des personnes qui ont eu un certain vécu. Voilà, en l'occurrence, votre aimé serviteur, moi-même qui est... Ce rapport regroupait les témoignages de tous ces dames. Que contenait ce rapport? Oui, effectivement, dans le 5 des ceintures noires, on s'est dit, on ne voulait pas que cette affaire soit, n'est-ce pas, ébruitée dans les médias, un peu partout. Comme c'est le cas à présent. Comme c'est le cas à présent, justement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre une cellule d'écoute, pour entendre, n'est-ce pas, les présumés victimes. Voilà. Il faut dire que sur les 7 ou 8 cas que nous avons, il y en a plusieurs que nous avons refoulés parce qu'il n'y avait pas une certaine pertinence, n'est-ce pas, dans leur déclaration. Et il y a d'autres qui se sont avérées vraiment assez pertinentes. Nous avons reçu des parents, et ainsi de suite, comme je vous le disais tantôt. Et donc, on a auditionné donc, les présumées victimes. On a donc commis donc, ce rapport qui a, n'est-ce pas, respecté toute la méthodologie nécessaire. Je reviens à vous. Emmanuel Bankoulon se demande pourquoi maintenant? Parce qu'on écoute les victimes, entre guillemets les victimes, parce qu'on aura l'occasion de confirmer avec l'enquête entamée par le ministère des Sports. On parle des faits qui remontent parfois depuis 2012, d'autres 2016, 2017. Pourquoi maintenant? Pourquoi ça sort des bacs en 2020? Non, il faut dire que la question du timing est bien huilée, quels que soient les cas. Vous ne ferez savoir à aucun Camerounais que c'est maintenant, parce que justement monte en pression un peu l'histoire des assemblées générales électives. Sauf que à des moments où vous vous demandez finalement quelle sera la carte lorsqu'on sera en novembre, décembre 2021. Parce qu'il faut le dire, quand on est dans le mouvement sportif... Mais Emmanuel, les élections, c'est dans un an, c'est plus après les Jeux Olympiques. C'est ça, les Jeux Olympiques sont simplement la fin de l'Olympiade. Donc pour ceux qui croient qu'ils puissent entrer dans une certaine cabale, c'est un peu mal pensé parce qu'il n'y aura pas d'élection. Et à partir de ce moment, on se demande, ça va être quoi le leitmotiv par rapport à l'élection. Premier élément. Deuxième élément, je le disais encore ici dimanche dernier, je crois quand même que c'est sous cet exécutif, porté par Maître Wakam, que le karaté camerounais a tous les résultats. Aujourd'hui, on est dans le top 5 africain, on est dans le top 30 mondial. Aujourd'hui, le karaté camerounais tient la zone 4, donc la sous-région Afrique centrale. Ce scandale n'enlève le karaté camerounais à tous ces prouesses. Au secrétariat général de l'Union africaine de karaté. Le karaté camerounais est représenté au plus haut niveau. Donc, à partir de ce moment, je repose la question, est-ce que ceux qui ont pris sur eux de prendre la voie des réseaux sociaux et autres ont bien pensé à ce karaté qu'ils pensent aimer? Parce que quel que soit le cas... Emmanuel, vous interrogez déjà l'image. L'image qui est entachée, mais si les faits sont reconnus... C'est pour ça que je dis, il faut faire attention. C'est pour cela que vous avez vu, au-delà de la commission mise en place par les ceintures noires, vous avez bien vu le relais du ministère des Sports. Tout à fait.
Pourquoi le relais du ministère des Sports? Parce que pendant qu'on croit s'attaquer à un individu, pendant qu'on croit s'attaquer à un exécutif, on s'attaque au mouvement sportif camerounais en général, au karaté en particulier, et à l'image du Cameroun. Et c'est ça que beaucoup, c'est à ça que beaucoup n'ont pas pensé. Et c'est pour cela que nous autres, ok, on a pris sur nous un peu d'aller regarder là-dedans et de s'interroger. Moi, j'ai pris le temps, moi, de passer 2 jours au ministère des Sports, d'être présent lors des auditions des encadreurs, de quelques athlètes. Et même des arbitres. Des arbitres. De la commission également. De la commission. Et je peux vous dire que j'ai été touché. Je laisse que cela remonte tout seul. Mais il y a quelques athlètes qui ont présenté des excuses au ministère des Sports. Peut-être déjà avec l'envergure qu'ils ont pris. Et maintenant, vous voyez que ça a pris une telle envergure qu'aujourd'hui, vous avez des dits et des contre-dits. Donc, moi, je dis une chose simple. Je ne pense pas. C'est vrai que vous pouvez en avoir qui sont rentrés là-dedans avec certaines idées, en se disant on va aller protéger le karaté, mais qui se soient vus manipuler peut-être inconsciemment par des personnes qui n'ont pas le même objectif qu'elle. Emmanuel, à votre avis, ça pose un vrai problème. Une conspiration contre le président et tous ces gens qui sont sur les bancs des accusés? Quels que soient les cas, je vais vous le dire. Quand vous recoupez un peu et que vous discutez avec certaines personnes, il se dégage de certaines personnes un peu de la haine. Et puis, il y a comme une orientation, une fixation vers le président. Bizarrement, les mêmes vous disent il faut reconnaître que c'est sous lui qu'on a les meilleurs résultats. Mais en fait, en vérité, je peux vous le dire, ça c'est certaines personnes qui me font des révélations. On peut avoir des résultats, comme vous l'avez dit, mais en ayant commis des gaffes. Ce n'est pas pour dire que ça n'existe pas, parce que quels que soient les cas, qu'on soit au Cameroun, qu'on soit en Australie, en France ou aux États-Unis, quelle que soit l'association sportive dans laquelle vous entrez, d'accord, vous allez retrouver qu'il y a des brebis galeuses, d'accord. Mais maintenant, il faut dire que quand vous avez des personnes qui, dans des médias, disent une chose et qui, après, vous disent derrière qu'en fait, notre problème, c'est qu'on a comme l'impression que lui, Maître Wakam, couvre ce qui se passe et par conséquent, on est prêt à mettre le maximum qu'il faut pour qu'il parte. Ça, c'est de deux. Et Maître Simon Ampère l'a révélé sur ce plateau. Vous avez qu'au niveau de la région du centre, on pense profondément que si on a une sélection nationale à 10 athlètes et que 8 viennent du centre, conséquence, il serait normal que le centre contrôle le karaté. Et ça, il ne faut pas le nier. Alors, Maître So qui est avec nous ici, si vous lui demandez, il vous dira qu'il appelle Maître Wakam Papa. Justement, il l'a révélé. Ils ont une relation. Permettez, Emmanuel, permettez que je revienne. C'est pour vous dire qu'il faut faire très attention à la manipulation dans cette affaire. Je reprécise encore, je ne dis pas que des choses dites, il n'y en ait pas qui existent. D'abord, la preuve, c'est quoi? C'est qu'on va suivre cela jusqu'au bout et que notre souhait est simplement que la fédération, le moment venu, prenne ses responsabilités. C'est-à-dire que s'il est établi qu'il y a des personnes qui soient reconnues coupables dans cette affaire, il faut frapper au plus haut niveau. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir, via un de ses proches, le président de la fédération, qui m'a dit à moi que si de près ou de loin il est mêlé dans cette affaire, au-delà du fait qu'il va déposer son tablier, mais il serait souhaitable que la justice le frappe et aille le plus loin possible. À partir de ce moment, vous comprenez bien que de ce qu'on entend, de ce qui se dit, il y a autre chose qui soit totalement en dehors Pour ces personnes qui nous prennent à l'instant sur CRTV News, on parle de ce scandale sexuel à la Fédération camerounaise de karaté. Est-ce juste une conspiration? Y a-t-il des vérités? Je rappelle les charges qui sont données au président et certains au cadre de la Fédération camerounaise de karaté. On parle ici de chantage à répétition, violence, abus sexuels, attouchement à outrance, à la pudeur. Alors, maître, vous êtes sur ce plateau. Oui. C'est vrai que
Il y a le toucher. Le karaté, y a-t-il des situations où un coach peut être amené à toucher son athlète lors des entraînements? Bah écoutez, mais là, je réponds par l'affirmative. Pour dire que lorsqu'il faut démontrer des techniques, il faut s'assurer que l'élève ou l'apprenant puisse bien l'exécuter. Alors si on positionne la jambe ou le bras d'une certaine façon, il revient, n'est-ce pas, au maître, à l'encadreur de l'athlète ou de l'enfant, ça dépend, de corriger cela. Alors naturellement, on doit se toucher. À ne pas confondre avec des attouchements comme on l'a cité dans ce rapport. Peut-être vous y revenez. Vous voulez revenir sur non, je voulais rebondir sur l'intervention de mon aîné pour dire que personnellement, et toute la commission avec, je pense même que l'ensemble de la communauté même du karaté, vous voyez, nous sommes très dérangés par rapport à tout ce qui se passe. Je suis l'une des personnes qui, après avoir fait 15 ans en équipe nationale de karaté, peut témoigner de tous les succès que nous avons pu avoir. Et je l'ai dit, je peux le redire encore ici. C'est-à-dire qu'au plan sportif, sous cette fédération, nous avons glané, n'est-ce pas, les médailles en une autre pareille. Mais seulement, est-ce que pour cela, nous devons être sourds à certains cris? Je tiens à relever ici qu'au mois de mars, parce qu'il faut dire entre parenthèses que je ne vous l'ai pas dit, je suis le porte-parole des membres de l'équipe nationale, voilà, sur une quinzaine d'années. Donc j'ai un mandat, n'est-ce pas, de parler en leur nom. Le mois de mars, nous avons introduit plusieurs requêtes, notamment au ministère des Sports pour des revendications de primes. Nous avons fait un listing de 2010 à 2020, sur des primes qui ont été non payées, sur des primes qui ont été réduites, sur des matériels qui n'ont pas été donnés aux athlètes, les athlètes étant obligés eux-mêmes de s'en enquérir pour participer aux compétitions. Parce qu'il faut dire que pour participer à une compétition de karaté, il faut avoir des équipements homologués par la Fédération mondiale. Lorsqu'une équipe nationale s'est déplacée et puis les athlètes doivent eux-mêmes débourser de l'argent dans des primes, peut-être on en revenant tout à l'heure, qui, à mon sens, sont dérisoires, ça devient vraiment difficile. Au mois de mars, il y a eu ces revendications. Nous sommes rendus déjà à la fin du mois de juillet. Rien n'est dit à propos. Est-ce qu'il faudrait que ces athlètes de l'équipe nationale aillent, c'est-à-dire faire des marches, faire des casses pour qu'on puisse vous pensez que c'est parce que ces revendications, ou alors ce que ces athlètes ont demandé, on n'a pas résolu avant qu'on a changé? Parce que j'ai lu, on lit beaucoup sur la presse. Certains disent que c'est ce problème de prime qui amène certains à révéler des choses. Oui, ce collectif que je représente a commis, n'est-ce pas, un mémorandum à l'attention de la fédération. Parce que on dit souvent vulgairement, n'est-ce pas, que les pratiquants des arts martiaux ont tout dans les muscles et rien dans la tête, que non. Dans cette équipe nationale, nous avons des athlètes qui sont forts physiquement, mais qui également intellectuellement, voilà, sont nantis. Nous avons donc commis un mémorandum où tout a été expliqué à l'intérieur. Je parle du début de cette année. Si ce problème avait été pris vraiment au sérieux, si on avait considéré vraiment ces revendications, peut-être ça aurait pu adoucir un certain nombre de manquements. Parce que dans ce mémorandum également, il est explicitement dit qu'il y a un problème de mœurs. Donc les athlètes assument cela. Il n'y a pas de récupération. Il s'agit des revendications qui ont été portées, je parle bien depuis le mois de mars. Nous avons les correspondances que nous avons adressées au ministre, nous avons le mémorandum que nous avons donné. Pour preuve encore, le 4 juillet de cette année même, de ce mois, nous avons été reçus au comité national olympique par le président de la fédération et avec certains membres de la fédération. Curieusement, entre parenthèses, parmi les personnes qui accompagnent le président, il y a avec le professeur Francis Simon Ampère, qui est le président de cette commission qui a été commise. Il est en table le président, il est avec le président. Vous comprenez? À ses côtés également, il y avait d'autres membres de la commission. Ne nous perdons pas. Revenons sur le sujet de ce soir. Tout à fait. On parle toujours de ce scandale. Il est question d'élucider les choses. L'évocation qu'il fait de la réception au comité est très importante. Tout à fait. Pourquoi? Je crois que ce n'était pas le 4, ça devait être le 8. C'était le 4 juillet, effectivement. Voilà. Donc, je crois, je suis de ce côté-là, et de la part de quelqu'un, j'apprends qu'en fait, c'est une discussion de la fédération. Tout à fait. Sauf que, après qu'il y ait tous ces problèmes, ce que je découvre, c'est que
ce jour-là, justement, Maître Wakam fait appeler Maître Simon Ampère et lui dit, il y a une athlète à qui j'ai porté plainte pour certaines déclarations. Je crois en Gohiol. Gohiol, on est là. Pour des déclarations. Parce que, quels que soient les cas, quand vous rentrez, vous vous rendez compte qu'elle est un peu récidiviste. Parce qu'il y avait déjà une première plainte portée. Elle était allée s'excuser auprès de Maître Wakam. Maître Wakam, qu'elle appelle mon père. Et après, elle a commis une lettre à l'endroit de la Fédération internationale de karaté, de l'Union africaine de karaté. Je crois qu'on a même répondu en lui faisant savoir que ces entités n'étaient pas en charge. Vous pensez que qu'elle revienne vers le comité? Le fait d'écrire assez comme ça dans les instances pourrait être non fondé? Attention, il faut aller trouver ce qu'elle aura dit dans la correspondance. Oui. Vraiment, pas grand-chose. Or, il n'y a pas de fumée sans feu. Ce jour, à ce que j'ai appris, Maître Esso me corrigera si c'est faux. J'étais présent. Maître Wakam demande à Maître Simo qu'est-ce qu'on peut faire de cette situation pour la gérer en interne. Parce qu'il dit que lui-même, il était un peu gêné de traîner sa fille, de pousser sa fille vers les tribunaux. D'accord? Je peux répondre directement. Oh, non. Je peux répondre pour vous donner un peu on aura l'occasion là-dessus, pour vous relancer. C'est pour dire quoi? Oui. C'est pour dire que, quelque part, il y a eu la volonté du président de la fédération de traiter de cette affaire en interne. Parce que je crois qu'il a considéré Maître Simon Ampère comme un confident et lui demandait l'orientation et il lui a fait la précision de savoir que lui était un homme de droit. Qu'est-ce qu'il pense? Comment on peut faire pour déjà lever même et voir comment ressortir la plainte du tribunal et puis en discuter. Et au cas où il y aurait ce type de cas à la fédération, qu'est-ce qu'il faut faire? Emmanuel, sauf que sur ce qu'on voit, il n'y a pas eu de retour. Permettez que je vous relance, Emmanuel. Avant qu'on prenne la pause, permettez que je vous relance, Emmanuel. On sait bien, sur le banc des plaignants, les personnes sont clairement identifiées. On a cité ces personnes qui ont témoigné vocalement avoir subi tout ce qu'on a dit ici, le chantage, les violences, abus sexuels, attouchement et tout le reste. Et ce sont des personnes qui, ma foi, ce sont encore des mineurs, ou alors ce sont des personnes qui ne voudraient pas directement le poste du président. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait accuser comme ça? Oui, mais il y a des choses qui clochent pour moi. Parce que Maître Esso est là, et je crois que Maître Esso se rappelle que si on prend le cas de Gohiol, en 2018, elle était en compétition. Non, du tout. Non. Elle a participé justement au stage externe. Et ses performances, quand même, il faut le dire, parce que je faisais partie de l'encadrement technique. Oui, mais je crois qu'elle... Je parle de la compétition au Maroc. La compétition au Maroc, c'est en 2016, effectivement. Oui, mais en 2018, elle fait une compétition au Maroc où elle compétit avec le genou gauche qui est pratiquement... Non, nous parlons de 2016. En 2016 que le problème se passe. Oui, mais en 2018, elle va au Maroc. Non, en 2018, nous sommes plutôt à Kigali, au championnat d'Afrique. Oui. En 2019, nous étions plutôt à Gaborone. Elle ne va pas. Elle ne va pas à Kigali. Non, du tout. Elle ne va pas à Kigali. Et je crois que ça ne lui plaît pas. Voilà, effectivement. Mais elle fait une compétition en 2018 parce que moi, j'ai vu son nom dans une liste. Oh, Emmanuel, les faits remontent à 2016. Nous sommes en 2016-2017. Je vous certifie qu'en 2018, elle n'était pas à Kigali, au Rwanda, puisque moi, personnellement, j'y étais. Oui. Je peux vous faire la liste, parce que je faisais partie de l'encadrement technique également. Pourquoi je ne parle pas essentiellement de la compétition à Kigali. Pourquoi elle n'y était pas? Elle n'y était pas, pourquoi? Elle n'était pas, bon, ça c'est la discussion du staff technique, voilà, qui, ma foi, ils ont considéré qu'elle n'était pas... Un choix sportif. Voilà, un choix sportif, selon l'encadrement technique. Voilà. Donc je me réserve d'en faire un commentaire. Sauf que quand vous parcourez la lettre qu'elle envoie à l'Union et à la Fédération internationale, elle fait dire dans la lettre qu'elle n'est pas allée parce que justement, elle était la plus performante à cette époque-là, mais qu'elle n'est pas allée parce que pour elle, le choix n'avait rien de sportif. Et je peux le certifier, au niveau, en tout cas au niveau de ses performances sportives, il faut reconnaître que dans sa catégorie... Est-ce qu'on pourrait rattacher avec les faits qui se passent aujourd'hui? Non, je ne sais pas. Ce qui est sûr, elle a fait sa correspondance à la Fédération mondiale de karaté. Nous avons appris cela. Ce qui justifie encore qu'il n'y a pas eu peut-être de messe basse. Non, depuis le mois de mars, elle a fait sa plainte au niveau de la Fédération mondiale, au niveau de l'Union africaine de karaté. Je pense que de mars à février, quand même, l'exécutif fédéral avait tous les moyens de, peut-être réunir la fédération, je ne sais pas, la commission d'homologation des disciplines, je ne sais pas, en interne, pour essayer de juguler
N'est-ce pas le problème? Mais sauf que de mars, nous sommes en juillet. Est-ce que vous ne voyez pas également là qu'il peut y avoir une insuffisance? Peut-être que la fédération ou alors l'exécutif n'a pas cru bon, n'a pas trouvé d'importance à accorder à cela. Mais et que maintenant, c'est compte tenu de l'ampleur médiatique. On va prendre une pause. On va prendre une pause. On aura l'occasion tout à l'heure d'écouter Maître Emmanuel Wakam en personne. C'est le président de la Fédération camerounaise de karaté. Mais avant d'écouter Maître Emmanuel Wakam, on va prendre le deuxième arrêt de l'émission. C'est le plus de la semaine. On prend juste une légère transition et on revient. Bienvenue si vous nous prenez à l'instant sur CRTV News, c'est Omniscore. Le sujet principal ce soir, c'est ce scandale qui agite toujours la Fédération camerounaise de karaté. À présent, je vous propose d'écouter le président de cette fédération, Maître Emmanuel Wakam, à ce sujet. Parce que moi, c'est une cabale. Je vais vous le dire. Nous avons de l'argent qui sont cotisés. Monsieur Mbodo, qui est entraîneur régional, qui est le créateur d'une académie, qui fait des sorties internationales, qui excelle même dans l'immigration clandestine, a dit que la région du centre c'est une région, mais plus tard ça va être une nation. Il a dit à qui veut le savoir que c'est lui le futur président de la fédération. Il mettra tous les moyens, toutes les stratégies pour mettre en place. Même Bodo, entraîneur régional, en tant qu'entraîneur régional, tu t'élimines à ce niveau. Tu ne peux pas mettre en place une commission dans une fédération. Lorsque la fédération mondiale m'a interpellé au mois d'avril, moi, qu'est-ce qui est fait au mois de juin avant que ça déclenche? J'ai porté une plainte. Parce que comme je l'ai dit, il y a ceux qui disent que moi je dis, est-ce que la justice va dire? J'ai porté plainte depuis le mois de juin. Le tribunal est prévu depuis le 11 août 2020. Est prévu le 11 août 2020. Et je m'en tiens à ça. Pour moi, c'est la justice. Maître Junior Sow, je reviens tout droit vers vous. Finalement, vous êtes à la fédération depuis près de 15 ans. Pensez-vous Non, je suis à l'équipe nationale depuis 2005. Depuis 2005? Voilà, donc j'ai du vécu. Donc tout ce qui peut se passer. Pensez-vous que ces accusations sont fondées, non seulement à l'endroit du président, mais aussi des hauts cadres de la fédération camerounaise de karaté? Vous savez, actuellement, l'affaire est pendante. L'affaire est pendante devant les juridictions. En attendant... Le ministère des Sports a commis également une enquête administrative. Voilà. Je respecte la présomption d'innocence. Vous comprenez? Je ne peux pas ici affirmer la culpabilité vraiment. Est-ce que vous croyez en ces plaignantes, ces filles que vous connaissez depuis belle lurette, est-ce que vous croyez en leurs accusations? Est-ce que vous croyez en elles? Je veux prendre un parallèle pour dire que, et certainement, mon aîné ici présent a dû entendre que même en ce qui concerne les primes, ils sont montés. Que les athlètes sont montés pour les revendications des primes. En ce qui concerne les primes, moi, je vous dis que j'ai été un acteur de l'équipe nationale sur 15 ans, depuis 2005, de ma première sélection pour Luanda en Angola. Donc, je peux vous dire ici, sans avoir besoin d'un document, les différents montants qui ont été perçus par les athlètes de l'équipe nationale. Vous êtes sur les primes, nous on parle de ce scandale. Je réitère ma question. Oui. Vous avez, bon, on a plusieurs dames qui n'ont pas eu peur, honte. On a eu l'occasion même d'écouter cette chanteuse camerounaise, Linda Raymond, qui s'est exprimée sur la question, toujours disait ce phénomène d'harcèlement sexuel fréquent à la Fédération camerounaise de karaté. Oui. Je réitère ma question. Oui. On a eu l'occasion de faire l'enquête aussi, nous aussi à CRTV News. On a écouté certaines qui disent c'est vrai, c'est fondé. Votre avis, vous qui êtes de ce côté-là depuis plusieurs années? Je vais répondre sincèrement. Ouais. Pour dire que depuis que je pratique le karaté, ce sont des pratiques que nous avons malheureusement suivies. Je ne parle pas forcément du cas présent. Je parle de plusieurs cas. Lorsque nous grandissons, nous entendons des choses. Nous voyons des choses. Et ce n'est pas honorable. Ce qui se passe aujourd'hui n'est que la conséquence de quelque chose qui a été entretenu. Qui a débuté depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. Au niveau de la véracité des faits, je répète encore que je respecte la présomption d'innocence, mais il y a des faits quand même. Tout à l'heure, le grand frère a dit que nous étions au comité national olympique le 4 juillet et que le président a sollicité le professeur Francis Ampère pour juguler le problème. Et dans l'essai que nous venons d'écouter, il a dit clairement que depuis le mois de juin, il avait déjà déposé sa plainte. Je pense qu'avant de déposer la plainte, il aurait
pu, à mon humble avis, chercher dans cette conciliation, si besoin se faisait sentir. Mais nous sommes en juillet, et puis l'affaire commence déjà à s'ébruiter dans les médias. Et alors c'est là où ils pensent qu'il faut faire une conciliation. Est-ce que vous ne voyez pas un peu qu'il y a des incongruités? Une ambiguïté. Oui, non, mais Maître So, vous êtes d'accord avec moi que cette affaire monte en puissance dans les médias après la quinzaine du mois de juillet? C'est vrai. Et vous avez vu que Maître Ouakam lui-même il dit qu'il a porté plainte en juin. Emmanuel, est-ce que la meilleure défense peut être l'attaque? Peut-être il a commencé à porter plainte aussi. Non, mais il a porté plainte justement parce qu'il a eu le retour de la lettre. C'est-à-dire que l'athlète, et c'est bien que Maître Junior Esso ici ait dit qu'eux-mêmes ils ont été surpris, parce qu'ils ont eu tous le retour de la lettre. Or, quand il a le retour de la lettre, il estime que les accusations sont assez fortes, surtout venant de quelqu'un qu'il a toujours estimé comme étant sa fille. Il a porté plainte. Sauf qu'en interne, on apprend qu'il a porté plainte, et certains lui parlent, et c'est pour cela qu'il fait dans la convocation au CNOSC. Et il va vers Maître Simon Ampère lui disant, bon, ok, comment on peut le faire si je veux retirer ma plainte, et comment est-ce qu'on fait? Je vous pose la question. Est-ce qu'il vous a dit ce que Maître Simon lui a répondu? C'est vrai que c'est moi qui pose les questions ici. Non, mais répondez, Emmanuel. Parce que j'ai la réponse. Non, jusqu'ici, il n'y a pas eu de réponse. La réponse a été simplement la découverte du rapport au niveau des réseaux. C'est vrai que Maître Simon ici a dit qu'ils ne savent pas comment est-ce que le rapport arrive au niveau des réseaux, mais je lui ai posé une question ici. Comment on fait pour qu'un rapport soit parti du Cameroun pour les États-Unis et que ça revienne des États-Unis pour les réseaux? Parce que ce rapport, Maître Ndemalex qui est aux États-Unis l'a eu. Le président de la fédération ne l'a pas eu, il l'a découvert dans les réseaux sociaux. Mais le président de la fédération a refusé de recevoir le rapport. Non, c'est pour via vous dire. Le secrétaire général. C'est pour vous dire. Et puis j'ai un problème. Tout à l'heure, vous avez dit que, et dans le cercle que nous avons écouté, que cette commission n'a pas lieu d'être. Sans logique, comprenons-nous bien. Dans l'esprit, n'est-ce pas, de l'exécutif fédéral, on ne pouvait pas imaginer que ça pouvait atteindre cette ampleur. Lorsque la commission se réunit, lorsque l'affaire fait déjà les choux gras, n'est-ce pas, dans le monde du karaté, depuis le mois de février, dans les forats, où on raconte des histoires, des grands-mères qui ont abusé des enfants, ainsi de suite. Et que les ceintures noires du sang décident de mettre une commission sur pied. Je tiens à rappeler que dans ce cercle des ceintures noires de la région du centre, il y a les entraîneurs nationaux, le secrétaire général de la fédération lui-même, tous les responsables fédéraux que vous pouvez imaginer sont à l'intérieur. Lorsque la commission a été désignée, à l'intérieur de cette commission, il y a même le secrétaire général au demeurant. Bien que par après, il y a des victimes présumées qui ont dit non, on ne peut pas s'exprimer à découvert si un responsable très haut placé de la fédération est à l'intérieur. Et il le sait. On a donc retiré son nom. On a dit, qu'est-ce que vous voulez? On a dit, non, on voulait des personnes d'une certaine moralité, d'un certain statut. Il y a des professeurs d'université, en sociologie, en psychologie, il y a des avocats, ainsi de suite, pour encadrer, n'est-ce pas, les présumées victimes. Et la fédération était au courant. La fédération suivait comment est-ce qu'il y a des auditions qui se faisaient. Pourquoi au moment là, la fédération n'a pas jugé bon de dire que la commission est illégale? Pourquoi c'est à la position du rapport que cela est relevé? On est tous d'accord. Oui. Que Maître Ouakam a donné sa caution. Tout à fait. Pour la commission. Non, mais dans les cercles que nous avons suivis là, je pense que non, ça disait le contraire. C'est pas un jeu de ping-pong. Le problème de Maître Ouakam, c'est qu'il n'a pas été le destinataire du rapport. Je comprends le rapport. Si vous êtes à sa place, président de la fédération, vous êtes au courant de ce qu'une commission s'est assise pour essayer d'apporter un peu une clairvoyance dans les problèmes du karaté. Et après que vous découvriez le rapport dans les réseaux sociaux, Maître Junior Esso, vous êtes d'accord avec moi que cela ne vous plairait pas. Maintenant, moi, j'ai eu une petite discussion avec votre père au ministère des Sports. Oui. Vous voulez parler maintenant du grand maître Sondalé? Oui, du grand maître Sondalé. J'ai eu une discussion avec lui qui, au fond, quand vous parlez avec lui, est très embêté. Bon, ne veut pas vous dire clairement qu'il ne croit pas à ces allégations concernant Maître Ouakam. Tout à fait. Il est très embêté et vous dit que lui, sa gêne, c'est que Maître Ouakam ne l'est pas associé à un élément qui puisse simplement aller dans le sens de calmer et tout. On pouvait gérer l'affaire en douce. C'est pour gérer l'affaire en douce. Pourquoi vous avez donc une série de personnes qui pensent qu'on est plutôt dans la cabale? Un, le rapport qui n'est pas destiné au président,
un rapport qu'on retrouve dans les réseaux sociaux, et vous avez des personnes qui se retrouvent aux États-Unis, qui se retrouvent comme pilotes. Je veux parler de Maître Ndemalek, qui se retrouvent comme en train de piloter. Je vais répondre. Je ne dis pas que c'est ça, Maître Jueso. Non, vous l'affirmez. Non, je dis qui se retrouve comme. C'est pour ça que j'ai mis comme. Qui se retrouve comme en train de piloter, parce que le nom revenant tout le temps. Moi, ce que je dis, c'est, j'essaye un peu aujourd'hui de me mettre à la place de quelques jeunes athlètes-là, dont il pourrait s'avérer qu'eux ont simplement commis une tâche. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils feront devant le juge? De ce qu'ils ne peuvent pas avoir les preuves de leurs allégations. Or, qui aura poussé à ça? Qui aura permis ça? Donc moi, ce que je dis... On peut aussi imaginer le sens contraire, hein, où ces athlètes, finalement, ils ont gain de cause. J'ai une position... Je comprends déjà la position. Attendez, s'il vous plaît, permettez. J'ai une position qui est claire. Emmanuel Bankolo, permettez que je vous relance. Permettez que je vous relance sur la question. Non, c'est un débat. Non, c'est un débat. On parle toujours. L'objectif, c'est de faire finir le phénomène. Vous l'avez avoué ici, c'est un phénomène. On a entendu parler à la fédération depuis plusieurs années. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça finisse? Réellement, je vous pose la question. Non, je ne peux pas répondre comme ça parce que mon grand frère Emmanuel a dit des choses qui, voilà, je voulais faire certaines précisions rapidement, si vous me permettez. Oui, des précisions rapidement. Je pense que ça va vous intéresser même. J'ai également suivi un extrait où mon père, président de la fédération, Emmanuel Wakam, affirme qu'il n'est pas au courant de tel agissement. Ce qui n'est pas juste. Je répète, ce qui n'est pas juste. Parce qu'effectivement, il y a des grands-mères de la fédération qui, n'est-ce pas, ont été découverts de ces comportements et qui ont été portés à sa connaissance. Et lui-même, il affirme cela, mais rien n'a été fait. Et je lui ai dit personnellement, et ça se sait, mais vous n'en parlez pas. Nous étions au comité national olympique où il a pointé directement un grand-mère dont je peux faire taire son nom ici, par respect pour lui, mais je pense qu'il se reconnaîtra. Et toute la communauté, également les 4 vont se reconnaître dans cette personne. Il a pointé, il a dit, mais toi, tu as dérangé, je peux citer les noms, parce que nous avons les bandes audio et vidéo. Tu as dérangé Hilary. Déranger, c'est une forme d'atténuation? Non, déranger sexuellement. D'accord. Là, c'est le mot. C'est pour ça que je dis, c'était voilà, il a pointé, il a dit, tu as dérangé Hilary, tu as dérangé Léa. Est-ce que c'est vrai? Mes filles, elles ont dit oui. Il y a une qui était là, Léa, qui était présente. Et puis, il a dit, vous voyez, bon, j'ai essayé, je lui ai demandé de laisser. Je lui ai demandé de laisser. Est-ce que vous savez cela, grand frère? Alors, voilà une affirmation claire. Ce que je dis, j'assume ce que je dis. Ce que vous dites, je suis au courant. Pourquoi? Très bien. Qu'est-ce qui a été fait? J'ai écouté un audio de Maître... Vous avez vu que vous êtes là le 4 juillet. Oui. J'ai écouté un audio de Maître Wakam qui a fait savoir qu'il a observé des comportements à une compétition. Je ne sais pas si vous faisiez partie de cette compétition. Je pense. Il a observé des comportements. Il a appelé, je crois, un entraîneur national. Oui. Et c'est là que l'entraîneur lui fait des révélations de ce que dans les sélections nationales, il y a des athlètes qui sont en couple. Oui. Et l'athlète lui parle même d'un encadreur. Oui. D'accord? Oui. Et donc, je crois que pour faire savoir que maintenant il est au courant et qu'il faudrait prendre des orientations par rapport à cela, c'est pour cela qu'il va nommément citer l'un ou bien l'encadreur. En fait, ce n'est pas cela. Écoutez, je suis l'invité, je dois donner des informations. Là, on a déjà, vous êtes déjà en train d'affirmer plus ou moins que ce qu'on reproche à la Fédération camerounaise de karaté, ça existe bel et bien. Le ministère des Sports a auditionné les arbitres, a auditionné les encadreurs, les sorties, des solutions. Je vous repose la question maintenant. Celle-ci, je voudrais que vous la répondez. Comment sortir de ce problème, de ce phénomène? Je vais en arriver. En une minute, je veux le dire. Le président, vous dites, était au courant de plusieurs phénomènes ainsi avec des encadreurs qui sortaient avec des athlètes. Tout à fait. Mais il n'y a pas eu une sanction. Même l'histoire qu'il évoque, je peux donner l'année. J'étais toujours présent. Je vous dis que c'est 15 ans dans cette équipe. Elle date de 2017. Il s'agit effectivement d'un coéquipier. Bon, à l'époque, j'étais déjà encadreur. En 2017, j'étais dans l'encadrement technique, qui se plaint au président de la fédération de ce qu'il y a un encadreur, effectivement, parce qu'il était en relation avec sa coéquipière. Il y a un encadreur qui harcèle sa coéquipière.
Donc il ne s'agit pas que le président était assis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et puis il a appelé l'encadreur pour dire qu'il voit. Non, il ne voit pas des choses. C'est la lettre qui se plaint, et il a les preuves, des messages, ainsi de suite. Si tu vas avec moi, voilà, tu vas voyager, tu seras ainsi de suite. Et il y a des éléments. Le président de la fédération, effectivement, arrive à Yaoundé, nous sommes à l'hôtel Azur, et puis il tape le poing sur la table, il dit il faut que ça cesse. Mais sauf qu'il faut que ça cesse. C'est bien que vous ayez dit qu'il a tapé le poing. Oui, je le dis. Je le dis. Les faits, il n'y a pas de cabale. Sont reconnus, les faits tout de même sont reconnus. On espère. Il faut faire attention entre la vérité et la réalité. On va sortir définitivement de ces débats pour prendre le second. On attend véritablement le verdict final. Emmanuel, accordez-moi 10 secondes. Non, c'est plus pour parler. Accordez-moi 10 secondes. 30 secondes. Est-ce que Maître Esso Junior, Emmanuel, c'est moi qui pose cette question. Du Maître Wakam qu'il connaît, est-ce que Maître Esso dort chez lui et se dit un seul instant que son père Wakam est capable de faire cela? Je peux répondre. L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. C'est possible. Alors, on va fermer ce débat. On va prendre une légère pause. On aura l'occasion de dire un mot sur les élections de la Fédération ivoirienne de football. On prend juste une pause, juste une légère pause et on revient. Plateau de CRTV News, on parle de ces élections à la Fédération ivoirienne de football. Vous vous souvenez, pour être président de la Fédération ivoirienne de football, il faut avoir le parrainage d'un groupe d'intérêt. Il y en a 5 en Côte d'Ivoire. Didier Drogba, la légende de Chelsea, l'ancien capitaine des éléphants, a eu du mal à retrouver le parrainage d'un groupe d'intérêt. On a eu ce rebondissement la semaine passée avec les arbitres qui décidaient de leur parrainage à Didier Drogba, mais on apprend il y a quelques heures encore que on décide, la fédération juge que ce groupe qui a donné son parrainage à Didier Drogba n'est pas fondé. On revient sur cet élément dans ce reportage. De sources concordantes, il s'agit d'une dissidence au sein de l'amicale des arbitres de Côte d'Ivoire. La preuve, la MAFSI avait déjà accordé son parrainage au candidat Sori Diabaté. Mais hier mardi, lors d'un vote, 218 sur 223 ont porté leur choix sur Didier Drogba, le quitus qui permet à l'ancien star de Chelsea de valider sa candidature. Un revirement de situation salué par l'ancien capitaine des éléphants. Vous avez montré au football ivoirien que vous voulez aller de l'avant. On veut progresser. Et cette volonté de se projeter vers l'avant correspond à la mienne, à celle de mes équipes ici réunies. Le combat, entre guillemets, du projet Renaissance prend tout son sens grâce à vous. La délégation des arbitres, conduite par Roland Danon, donne ainsi les moyens suffisants à Didier Drogba pour challenger Sori Diabaté et Idriss Diallo. Merci beaucoup. Il faut noter, pour être président de fédération, on voudrait que le président de la fédération de karaté soit un karatéka, le président de la fédération camerounaise de football soit peut-être un ancien footballeur ou un entraîneur. On revient sur ce phénomène. J'aimerais avoir votre avis. On a cette situation qui sévit du côté de la Côte d'Ivoire, Didier Drogba, une légende qu'on ne présente plus, qui malheureusement n'est pas du tout aimée. Comment ça peut se comprendre à votre avis ? Oui, Merlin, la gestion d'une fédération sportive requiert certaines compétences, un savoir-faire, un savoir-être et également des connaissances dans des domaines de management, de gestion, parce que là, il ne s'agit pas d'un poste purement technique comme un coach. Et même, nous avons vu, entre parenthèses, des coachs qui n'ont pas eu des grandes carrières footballistiques, comme José Mourinho et plusieurs autres, mais qui ont été des grands entraîneurs. Mais en ce qui concerne vraiment le poste de président de la fédération, nous parlons là de la fédération ivoirienne de football. Voilà l'une des grandes fédérations qui, si je ne m'abuse, avait l'organisation également de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc je pense qu'il faut se dépassionner un peu, il faudrait... Mais Didier Drogba, c'est quelqu'un qui est connu en tant que joueur. Oui. On se disait que ça devait être assez facile pour lui d'être président des fédérations, mais curieusement, ce n'est pas le cas. Oui, effectivement. Je pense qu'au niveau de son image, vendre son image, l'image de la Côte d'Ivoire
à l'extérieur, oui, être un bon partnership, ainsi de suite. Mais est-ce que vraiment il a les compétences? Est-ce qu'il a fait une école de management, de gestion, ainsi de suite? Est-ce qu'il faudrait, parce qu'il a eu une grande carrière footballistique, lui donner la gestion d'une aussi grande fédération? Nous avons vu des footballeurs qui, après leur carrière sportive, ont eu à faire des formations, renforcement des capacités, ainsi de suite. Est-ce qu'il a fait? Bon, nous n'y sommes pas, peut-être. C'est juste un sentiment de ce qu'il n'a pas vraiment la compétence requise. Emmanuel, on a l'impression de se retrouver dans ce cas avec Joseph-Antoine Bell au Cameroun. On se rappelle lors des dernières élections de la Fédération camerounaise de football. Plusieurs ont parié sur Antoine Bell, vu au regard de sa carrière, remettre le football, la Fédération de football aux footballeurs. Mais ce n'est pas le cas. Voilà Drogba qui, en Côte d'Ivoire, est le mal-aimé. Oui, vous savez, chez nous en Afrique, il y a souvent, on dit, il faut faire attention à ne pas confondre l'intonation du battement d'un tambour. Des fois, si vous confondez, vous pouvez vous retrouver dans la case du deuil au lieu de vous retrouver dans la case simplement où il y a la naissance d'un nouveau-né, où il y a la naissance d'un bébé. Donc, il faudrait faire attention. Je crois que Didier, il a un peu confondu l'intonation du battement du tambour. Et c'est ce qui lui revient aujourd'hui à la figure. Vous savez, quels que soient les cas, j'ai entendu des gens dire, j'ai lu des choses, mais il faut être sérieux. Je crois que Cyril Domoro et les autres ont fait un honneur exceptionnel à Didier Drogba. Eux ont pensé, ont mis sur pied une association et ils ont fait de Didier Drogba le président d'honneur de cette association sans même son assentiment. On lui a fait savoir. Premièrement. Deuxième élément, eux qui ont fait de Didier Drogba au président d'honneur de leur association découvrent que Didier est en Côte d'Ivoire par les médias, parce qu'ils le voient apparaître avec le chef de l'État, avec le Premier ministre. Troisième élément, ils font savoir à Didier qu'il va être question pour lui de se mettre aux côtés des personnes qui ont fabriqué tous les présidents de fédération, une Olympiade, et après il sera aguerri à prendre. Via les réseaux sociaux, ils apprennent que Didier est candidat. Il y a un problème. Pour eux, ils estiment qu'il y a un gros manque de respect. Après, Didier qui apparaît et qui dit ce sera 24 bus, 200 millions et tout. Mais chaque club doit avoir un bus. Ce sont des chiffres invraisemblables. 200 ou 250 millions par club et tout. À partir de ce moment, on comprend, on estime que vous êtes dans la démagogie et ça ne peut plus aller. Le tout n'est pas de s'appeler Didier Drogba, mais le tout est de s'assurer simplement que vous allez porter l'image et la voix des footballeurs ivoiriens. Par conséquent, vous ne devrez pas échouer. Et ceux-là estiment simplement que les Idriss, les Sori Diabaté sont des personnes qui connaissent mieux le terrain, mieux la réalité de la Côte d'Ivoire, les différents présidents, et qu'il serait bon pour vous de vous mettre à leur côté, tout au moins une Olympiade. Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est parce que c'est Didier qui doit être évidemment le candidat de l'association des footballeurs ivoiriens? Là reste encore la question. On aurait pu estimer que tant que Roger Milavi doit être le candidat naturel de l'association des footballeurs ou des anciens footballeurs camerounais. Non, je crois que c'est léger de penser les choses comme cela. Et moi, je pense que ce qui se fait aujourd'hui n'est pas pour aider Didier, c'est pour le sortir totalement de toute idée de pouvoir gérer le football ivoirien jusqu'à bien des années encore. On y revient, Emmanuel Bankolo. On va parler à présent du parcours Vita. On va rentrer dans nos machines pour parler du parcours Vita qui a fermé ses portes depuis quasiment 5 mois. C'est vraiment difficile pour ces sportifs amateurs et professionnels. On prend ce reportage et on revient. Le parcours Vita de Yaoundé est entré en confinement depuis le 18 mars dernier, vidé de ses occupants habituels. La grande affluence est plutôt remarquée à l'extérieur avec ces sportifs qui transpirent d'amertume parce que privés de leur espace et ses moniteurs. Je suis devenue orpheline depuis qu'on a fermé le parcours Vita parce que chaque samedi, je faisais l'aérobic et ça me mettait en forme. Pour aller au niveau du Mont Fébé, on prend des risques parce que déjà il n'y a pas de trottoir et c'est très très risqué alors qu'à l'intérieur du parcours, on se sent en sécurité. En groupe, la distanciation physique a du mal à être respectée en cette matinée de samedi. En solitaire, les itinéraires diffèrent, la fréquence aussi. On venait 3 fois par semaine, mais là maintenant on vient le samedi. Le dimanche, si on ne va pas à l'église, on peut venir. Maintenant, on est obligé de faire le Mont Fébé jusqu'au sommet où il y a la grosse pierre là. Et puis, bon, pour ceux qui sont plus forts,
On arrive à faire 2-3 tours. Le plaidoyer pour une réouverture de l'espace public dans les prochains jours est partagé par tous, sauf qu'il faudra d'abord que le Covid-19 soit asphyxié avec le concours des mesures barrières. 19h dans ce studio, j'ai le plaisir de recevoir Yvonne Ako pour le journal de 19h. Yvonne, good evening. Welcome on the set. Kamla. I hope you are fine. I'm very fine. Hope you're fine too. I'm fine. Some members of parliament are touring the Nyong and Fumo. Yes, Marilyn, the CPD and political family in the Nyong and Fumo have comforted each other in the face of difficult economic and health challenges facing them. This was during a 2-day tour of the constituency by members of parliament who came to update their electorate on what they have been doing as well as discuss the threat of the COVID-19 pandemic. Details with Bo Bernard Muta Fonka. Touring the 5 councils of the Nyong and Fumo division of the Central Region, Honorable Roger thanked the voters who re-elected him 5 months ago and briefed them on the impact COVID-19 tax exonerations is having on the economy. Like most of the country, the economy of the Nyong and Fumo is feeling the strain of the COVID-19 pandemic, despite recording no cases yet. But for the seasoned politician, this is first about comfort. The first thing is to pay attention for the measure of government. Is the first thing. If people take precaution, it will be very good. Politically, you don't need, you don't hope that if all this population died, politically we cannot move. So I think the first thing is to tell them the truth. This pandemic is the reality over the world. Traveling southeastern localities like Akonolinga, Ayos, Endom, Mengang, and Kopdombo, the MP staged light rallies involving mostly CPDM grassroots leaders and traditional rulers, echoing the message of solidarity. Foodstuff, face masks, and party gadgets were doled out, encouraging the party to remain active despite the times. His Royal Highness Samke Elvis Gwanyab II has been officially installed as the Mayor of Santa in Mezam Division of the Northwest Region. He has been urged to curb the spread of the COVID-19 pandemic and put an end to incessant ghost towns hindering the development of the subdivision. Jolenta Rose Afanye completes that story from Bamenda. Santa Subdivision is reputed for subsistence agriculture that sustained the livelihood of farmers and business persons purchasing varied foodstuff from the area. But large-scale production of agricultural produce has been hampered by poor state of the farm-to-market roads and the deplorable state of the Babaju-Bamenda Road. The Santa Mayor, His Royal Highness Samke Elvis Nganyam II, first elected to head the council in 2017 and re-elected during the February 2020 municipal election, has been challenged by Mezam Senior Divisional Officer Simon Emile Mo to use his experience to address the road infrastructural problem. The traditional ruler of Baligam village in Santa Subdivision is also expected to promote hygiene and sanitation, provide potable water to the population, and fight against urban disorder in the motorbike sector. Mezam Senior Divisional Officer instructed the Santa Council Mayor to work with the forces of law and order to implement a prefectural decision suspending all collective sport activities in Mezam as the coronavirus cases in the Northwest region have risen to more than 600. Some 25,000 liters of illicit fuel have been seized from a clandestine petroleum depot in Batie in the Upper Plateau Division of the West Region. The operation was carried out by the West Regional Brigade for the fight against illicit petroleum products. Ngu Henry reports from Bafusa. One of the clandestine petroleum depots is situated in an abandoned poultry farm in a compound in Batie. There were generators plus storage facilities containing some 25,000 liters of different petroleum products. The operation was carried out by the West Regional Committee for the Fight Against Illicit Petroleum Products, headed by Governor Awa Fonko Augustine. The exercise was supervised by the Inspector General at the West Governor's Office. We got information
that people are, because you know the consequence of this activity in the life of the population concerning their health. You know the consequence of the activity, who is spoiling our vehicles and so on. According to the West Regional Delegate of Energy and Water Resources, Benjamin Zibi, the products will be taken to the SCDP depot in Bafoussam for proper testing. If they are of good quality, the products will be sold and the money sent to the state coffers. But if otherwise, they will simply be destroyed. The second of such depot, still in Bati, was situated near a kitchen in a compound. The suspected dealers are on the run as investigations continue. Another fire outbreak has damaged the office of the president of the Yaoundé Court of First Instance. The fire that is suspected to have been sparked by a short circuit was reported Saturday. The president of the Yaoundé Court of Appeal visited the scene to size up the damages. Ate Bonaventure. These are the remains of the damaged furniture from the office of the president of the Yaoundé Court of First Instance. Cleaners mobilized to tidy the mess. Computer and electronic appliances have been rendered useless, but most of the documents are still recoverable. The president of the appeal court and the state council made a tour to the building to appreciate the level of damage. First-hand information points at a short circuit as a possible cause for the fire that was stopped at the level of the secretariat thanks to the timely intervention of the firefighting brigade. Meantime, a judicial investigation has been launched in order to determine the real cause of the fire. Yvonne Ako, we end the news with this information. Over 4,000 cashew plants have been offered to 20 farmer organizations in the North region. Yes, Kamla, the plants were handed to the farmers by the Deputy Director General of the Institute of Agricultural Research for Development, IRAD. Luisa Akwanka Achato reports from Garoua. A total of 4,000 improved cashew plants, or the anacardium, cultured and cultivated by the National Institute for Agricultural Research and Development, IRAD, have been offered to 20 farmer organizations of the region, who in turn affirmed with deep gratitude would enable them amend and augment the production and commercialization of the cashew nut and other derivatives. Our objective remains to develop a plantation of the anacardium, still farmed at the artisanal level, to boost its value and competitiveness. Thanks to this gift, we are closer to achieving it. The nation envisages capitalizing on the economic and environmental benefits of the anacardium plant to fuel growth and diversification of the agricultural sector. The objective is to produce 5 million cashew seedlings in 5 years. Currently, we have already produced more than 3 million. So this material is very important for this population where we know it's only cotton. That is their principal cash crop. So by bringing in cashew, we want to diversify agricultural production. The beneficiary organizations have been assured of continuous mentoring and other forms of support necessary to fuel the development of the cultivation of this plant species to guarantee sustainability. That report puts a cap on this edition of the newscast. Omniscore continues with Merlin Kamla and his guest. Merlin, Thank you. See you next week. See you next week. Thank you very much for all the information. Mesdames et messieurs, Omniscore se poursuit. On va prendre les appels. On se retrouve juste derrière. പ്രസക്തി മെസ്സി ഒരു ഗോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അടിക്കണമെന്ന് ആരാധകർ മാത്രമല്ല കമന്ററി ബോക്സും പ്രാർത്ഥിക്കുക. അല്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല. കാരണം റൊണാൾഡോയെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് നൈജീരിയക്കെതിരെ ഗോൾ വരുന്നത്. അടയാളപ്പെടുത്തുക കാലമേ, ഇത് ഘടികാരങ്ങൾ നിലയ്ക്കുന്ന സമയം. സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ സിംഹരാജാവ് എഴുന്നള്ളുന്നു. ലയണൽ മെസ്സി. It's for Cristiano Ronaldo, and what a stage to get it. വൻമരങ്ങൾ പലതും വീണ് കഴിഞ്ഞ ഈ
ലോകകപ്പിൽ ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളിലൊന്ന്, അവശേഷിക്കുന്ന സൗന്ദര്യങ്ങളിലൊന്ന് ബ്രസീൽ ഇറങ്ങുന്നു. അതുമായി നെയ്മാർ, still Neymar, back heel to Willian, still Willian, yeah! It's Neymar! Neymar! It's Brazil! Va Dybala con il sinistro, Dybala e la palla in rete, il gol di Paulo Dybala. La ricorsa breve di Dybala, col mancino al giro, Bon retour sur le plateau d'Omniscore sur CRTV News. À présent, la World Sport. J'accueille sur ce plateau Willy Germain Benaïsomba. Bonsoir. Bonsoir Merlin, bonsoir également à tous vos invités, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, la World Sport, c'est tout de suite. Willy Germain, on débute tout de suite avec le football. Il n'y aura pas de ballon d'or ce week-end. Le magazine France Football, qui décerne la distinction depuis 1956, a communiqué la nouvelle en début de semaine. La décision fait écho à la situation sanitaire qui prévaut, et ce malgré la reprise de cet championnat. Faisons le point de la situation avec Robert Collins-Mbiama. 2020 restera définitivement une année terne. Pour la première fois depuis sa création en 1956, le Ballon d'Or France Football ne sera pas attribué. Une annonce que l'organisateur justifie en 7 points. Entre autres, France Football parle de l'équité qui ne pourrait être préservée car certains, en France notamment, ont vu leur saison amputée radicalement. Autre raison, seulement 2 mois, ceux de janvier et février, sur les 11 généralement requis pour se faire une opinion et départager les meilleurs, tandis que le reste s'est déroulé dans des conditions particulières, trop éloignées du panorama habituel. Le magazine souligne également l'état d'esprit peut-être dissipé à cause du contexte des 220 jurés repartis dans le monde. Pourtant, jusque-là, les spéculations habituelles allaient bon train. Le grand perdant est peut-être le Polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski, meilleur buteur actuel des grands championnats et de la Ligue des Champions. Karim Benzema du Real Madrid était aussi présenté comme un des prétendants sérieux, aux côtés des habitués, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Malheureusement, pas de trophée individuel cette année. À la place, France Football désignera 11 joueurs en fin d'année avec la révélation de l'équipe de tous les temps élue par le jury habituel du Ballon d'Or. Oui, légèrement, on reste en football. On parle de ce premier match officiel disputé devant le public en France et puis le Paris Saint-Germain qui décroche son nouveau trophée. Eric Maxime Choupo-Moting et ses coéquipiers de Liverpool ont été sacrés champions de la Coupe de France vendredi dernier. Une victoire timide, 1-0 contre l'AS Saint-Etienne au stade France-Saint-Denis devant 5000 spectateurs. Le 3e titre des Parisiens de la saison après le trophée des champions et la Ligue 1. Le film du match est raconté dans cet élément. Le Paris Saint-Germain a grandi sa collection de trophées en remportant la 13e Coupe de France de son histoire face à l'AS Saint-Etienne 1-0. Pourtant, dès les premières minutes de jeu, ce sont les Stéphanois qui se montrent dangereux. La réaction est immédiate. Mbappé déroule et Neymar conclut pour l'ouverture du score à la 14e minute. À la demi-heure de jeu, le capitaine de Saint-Etienne, Loïc Perret, est expulsé. Après ce tacle agressif sur Kylian Mbappé. Touché à la cheville, le Français regagne le vestiaire en boitant et ne reviendra pas pour la suite du match. En seconde période, Paris peine à dominer. Malgré une équipe stéphanoise réduite à 10, au final, 1-0. Paris est champion de la Coupe de France pour la 13e fois de son histoire
Un record dans l'épreuve avec un léger goût d'amertume dans la bouche. Kylian Mbappé, blessé durant ce match, pourrait être absent le 12 août prochain en Ligue des Champions pour le quart de finale contre l'Atalanta Bergame. Et à court terme, lors de la finale de la Coupe de la Ligue face à l'Olympique Lyonnais, le 31 juillet prochain. Rappelons qu'en dehors de Choupo-Moting sur le banc parisien, côté stéphanois, 2 autres Camerounais ont participé à cette Coupe de France. Il s'agit du défenseur de 23 ans, Harold Moukoudi, ancré à la 33e minute, et du milieu de terrain de 23 ans, également Ivan Nouyounupa, ancré en jeu à la 46e minute. Les 2 joueurs ont su renforcer l'équipe stéphanoise qui, même à 10, a su tenir tête au rouleau compresseur du PSG qui n'a inscrit aucun but durant la seconde mi-temps Merle. Après la Liga où on a assisté à la fin de la saison du championnat, place à présent en Angleterre où la dernière journée du championnat s'est disputée ce dimanche et la bataille aux compétitions européennes est plus que jamais intense. Tout à fait Merle, Manchester City, les titres 3e, toutes les rencontres de ces dernières journées ont commencé au même moment, soit à 17h ce dimanche. Pour les qualifications en C1, l'équipe déçue, c'est Leicester battue 0 but contre 2 par Manchester United. Les Blues et les Mancunians rejoignent Liverpool et son dauphin City en Champions League. Au bas du tableau, 3 clubs se battaient pour le maintien, Watford, Aston Villa et Bournemouth. Bournemouth d'ores et déjà disqualifié, éliminé et relégué en seconde division. Le choc à suivre, c'était Leicester-Manchester United. Victoire pour les Mancunians 2 buts à 0. Les Blues, quant à eux, se sont imposés 2 buts à 0 également face à Wolverhampton pour cette 38e journée des verdicts. La dernière journée de championnat anglais et l'on se projette à présent pour les échéances à venir. La date du début de la saison 2020-2021 de Premier League a été fixée le 12 septembre prochain jusqu'au 23 mai 2021 pour l'instance fêtière du football anglais. Les discussions à propos de l'organisation de la FA Cup et de la Coupe de la Ligue sont toujours en cours, Merlin. On part directement en Italie pour parler de cette 36e journée de Série A qui se poursuit. Inter de Milan qui repasse 2e et presse la Juventus. L'Inter de Milan, l'âge vainqueur, 3 buts à 0 à Gênes samedi dernier lors de la 36e journée de Série A. Il dépossède l'Atalanta à la 2e place et revient à 4 longueurs de la Juventus. Longtemps dominateur, le club lombard a ouvert le score à la 34e minute d'une tête de Romelu Lukaku. Gênes essaye de revenir au score sans succès. La punition est d'Alexis Sanchez à la réception d'un centre de Victor Moses. Lukaku récidive à la 93e minute. Son 23e but de la saison en championnat pour une victoire 3 buts à 0 pour ce qui est du reste. La Juventus pourrait remporter un 9e sacre d'affilée en cas de victoire contre Sampdoria ce dimanche. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers voudront en déco pour se concentrer sur la Ligue des Champions qui approche. La vieille dame recevra Lyon le 7 août prochain pour le 8e titre. Pour les 8e de finale retour après la déconvenue subie à l'aller, défaite 1 but à 0 à suivre également. Ce dimanche, il y avait les duels Cagliari-Udinese, Roma-Fiorentina, Torino, Vérone, Lazio et peut-être le match du Scudetto pour la Juve qui reçoit Sampdoria à 20h45 au classement. Parme, tombeur de Brescia 2-1 la semaine dernière, revient en contact de l'Hellas Vérone, 9e avec 46 points et se rapproche de Sassuolo, 8e avec 48 points. Les qualifiés sont déjà connus pour la C1. Il s'agit de la Juve, l'Inter de Milan, l'Atalanta et la Lazio qui disputeront la Champions League la semaine prochaine. Au bas du tableau, Brescia est déjà assuré de retourner en Série B un an après son accession dans l'élite Merlin. On parle toujours des internationaux camerounais qui évoluent du côté de l'Europe. Et puis ce Franck Zambo Anguissa, 24 ans, qui pourrait définitivement quitter Fulham. C'est pour une somme de 25 millions d'euros. L'option d'achat a été validée par Villarreal. Oui, les performances de l'international camerounais ont séduit le club espagnol. Franck Kevina, quant à lui, s'engage pour une saison de 3 ans avec le Hannover 96, un club allemand de 2e division. Laurent Ndop, c'est dans cet élément Wallsport. Il était le gardien de but le plus vieux encore en service. Et Sam El Hadari, 47 ans bien sonné,
prend officiellement sa retraite de footballeur. Avec l'équipe nationale d'Égypte, il a remporté 4 Coupes d'Afrique des Nations, 1998, 2006, 2008 et 2010, étant désigné à chaque fois meilleur gardien de la compétition. En club, il décroche 25 trophées. Adari a dû attendre 2018 pour disputer pour la première fois une Coupe du Monde. Son dernier club est Ismaili SC où il a passé 2 saisons. Un autre joueur africain qui n'est pas prêt de s'arrêter, c'est Jean-Pierre Samé, l'attaquant de Young Boys. Jeudi dernier, le Camerounais a inscrit l'unique but de la rencontre, opposant son club à Samax lors de la 33e journée de la Super League suisse. Les Bernois confortent ainsi leur position de leader avec 67 points. Terminons par ce séminaire de recyclage des entraîneurs organisé par la Direction technique nationale. Du 27 au 31 juillet 2020, près de 15 experts se donnent rendez-vous au centre d'excellence de la CAF en Bankomo pour se projeter sur la saison 2020-2021. Toutes nos excuses, on parle de cet élément, vous le disiez, Willy Jean-Marc Benaï-Somba. On sait tous que Villarreal, c'est le club qui a emprunté à France Zambo Anguissa à 24 ans, qui a fait une très belle saison avec Villarreal qui figure dans le top 5 en ce qui concerne la Liga. Eh bien, l'option d'achat, vous le disiez, 25 millions, ce serait la prime que Villarreal voudrait donner à Fulham pour définitivement continuer la saison prochaine avec Franck Zambo Anguissa. Merci pour toutes ces informations. On se dit à dimanche prochain. Avec le même plaisir, Merlin. Mesdames et messieurs, on va parler à présent de gossip. On parle de ces joueurs, de ces footballeurs. On va parler dans cette édition de Gossip de Shoot Njoya Adjara. On va évoquer pourquoi pas Didier Drogba. Le Gossip Soir, c'est tout de suite. Vous savez quoi? Franck Zambo Anguissa parle le franc-anglais à Villarreal. Le Camerounais écrit un joli petit message sur la page Instagram de la Liga espagnole. Nous en parlons dans cette édition de Gossip Sport. Salut à tous, bienvenue. Il n'y aura pas de ballon d'or cette année. L'info étonne, mais se justifie. Naturellement, puisque le corona continue ses ravages. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, la belle cérémonie de ballon d'or n'aura pas lieu. L'organisateur de la dite cérémonie, qui n'est d'autre que le magazine français France Football, a déclaré, je cite, « Nous préférons toujours une petite entorse à une grosse cicatrice ». Des hommages pour Samuel Eto'o fils à Chelsea. En effet, le club a posté sur Twitter une photo du joueur prise il y a quelques années, dans laquelle Eto'o célébrait un but avec Odoa, ancien ramasseur de balles et désormais joueur de Chelsea. Un autre hommage a été rendu à l'ancien international camerounais. C'est celui de Inaki Williams, attaquant de l'Athletic Bilbao. Le jeune joueur dévoile que celui qui a le plus marqué son enfance, c'est Samuel Eto'o. Il poursuit en disant « Je m'identifiais beaucoup à son style de jeu et comme tout enfant, j'essayais de faire la même chose. Il était un attaquant qui attaquait les espaces et profitant de sa vitesse. J'étais aussi très rapide, donc c'était un exemple. » Vous savez quoi? Franck Zambo Anguissa fait parler le franc-anglais au community manager sur la page officielle de la Liga espagnole. Joël Matip est sacré champion d'Angleterre. L'international camerounais de Liverpool et ses coéquipiers ont soulevé le trophée il y a quelques jours. Les Reds ont décroché leur premier titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans. On rappelle que les blessures répétées du Camerounais ont impacté les différentes titularisations avec son club cette saison. Toutefois, Klopp, son entraîneur, espère que ce n'est rien de grave. En prolongeant son contrat cette année, Joël Matip est désormais lié à Liverpool jusqu'à 2024. À leur tour, Choupo-Moting et le Paris Saint-Germain remportent la Coupe de France. Thiago Silva déclare que Choupo-Moting est un ami qu'il va garder pour toute la vie. L'étau se resserre sur Didier Drogba à la FIF. L'élection à la Fédération ivoirienne de football fait voir à l'ancien joueur de Chelsea de toutes les couleurs. Après avoir reçu le soutien de l'Association des anciens footballeurs ivoiriens,
La FIFPro a décidé de suspendre la dite association pour laquelle les décisions pourraient impacter négativement en Côte d'Ivoire et au-delà. Didier Drogba, il y voit de toutes les couleurs avec cette affaire d'élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Et c'est ici que prend fin cette édition de Gossip Sport. Merci de nous avoir regardés. Rendez-vous à la prochaine édition. Restez scotchés. Merci beaucoup Esther Iboko pour toutes ces informations. Mesdames et messieurs, Omniscore va progressivement vers la fin. Maître Esso, alors on s'achemine vers la fin. On va dire un dernier mot peut-être sur cette actualité. Les auditions ont été entamées au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Les coupables seront sanctionnés, a dit le ministre des Sports. Peut-être un mot pour que ce phénomène s'arrête définitivement. Il faudrait que la confiance revienne. Et le ministère des Sports doit prendre ses responsabilités. Nous espérons que le rapport qui sera produit donnera, n'est-ce pas, lieu à des sanctions. Surtout qu'il est difficile d'interdire les relations entre les encadreurs et les athlètes quand c'est consentant. Quand c'est consentant, oui, mais je pense que... Mais c'est interdit. Ça doit être interdit parce qu'il devrait avoir un code d'éthique, n'est-ce pas, un code d'éthique qui devrait normalement proscrire cela. Peut-être à la fin des carrières, oui, mais normalement, ce sont des pratiques qui sont le code d'éthique des arts martiaux est vraiment proscrit. Et je pense que dans l'environnement sportif, même, c'est normal parce que ça va, n'est-ce pas, déteindre négativement sur peut-être des choix des entraîneurs, ainsi de suite. Vous voyez aussi un entraîneur a ce genre de relation, même si c'est consentant. On comprend que si les performances, n'est-ce pas, de l'athlète ne sont pas au niveau, voilà, mais il y aura cette influence, cette voilà. Et je pense également que la fédération doit prendre ses responsabilités également. Voilà, doit prendre ses responsabilités. Il y a des choses qui se passent, il y a des faits qui sont têtus. On doit faire une distinction entre la vérité et la réalité. La réalité, elle est là, ce n'est pas bon du tout. Alors, je pense qu'il faudrait une refondation. À mon humble avis, il faudrait une prise de conscience collective. Et également, je ne voudrais pas ici tirer à boulet seulement sur les encadreurs. Oui, pour dire qu'il y a également un problème d'éducation. Il faudrait également qu'on repense l'éducation. Parce qu'il y a également les encadreurs qui subissent, n'est-ce pas, des approches de la part des encadreurs. Également, on doit revoir également l'éducation pour une meilleure société. Merci beaucoup d'être passé sur CRTV News. Merci. Emmanuel Bankolo, c'est la fin. Certainement, les résolutions qui seront prises à la fin de cette enquête, ce sera comme une alerte rouge pour les autres fédérations où ces pratiques se passent. Tout à fait, ce sera une alerte pour l'ensemble des fédérations et je crois aussi que on avait simplement mis en branle déjà un peu un nouveau code d'éthique pour le mouvement sportif. J'avais eu l'honneur d'être appelé pour cela du côté du ministère des Sports. Je crois que ça va simplement motiver à accélérer cet élément-là et après, je crois que les choses iront au mieux. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. C'était Omniscore sur CRTV News. On se dit à dimanche prochain. Bonsoir. CRTV News, ici, toute l'info.